sortir Ethernet. Donc, voilà, j'ai dit que ce chapitre était censé traiter avant le chapitre TCP/IP parce que vous avez remarqué que TCP/IP, il touche à la couche 3 du modèle OSI, c'est-à-dire la couche réseau. Et dans les premiers cours ou les premiers chapitres, nous avons touché à la couche 1, qui est la couche physique. Maintenant, Ethernet, ça concerne la couche. C'est une technologie en fait, je vais revenir à l'introduction. En fait, Ethernet, c'est une technologie des réseaux locaux utilisés dans le monde entier. Et là, je dis qu'elle fonctionne au niveau de la couche 2 du modèle OSI, c'est-à-dire la couche liaison de données. Comme ça, vous allez pouvoir faire le lien. Donc, tout ce qu'on avait vu au départ, ça concerne tout ce qui est transmission, support de transmission, ainsi de suite. Les caractéristiques, le codage, ça concerne la couche 1 du modèle OSI, c'est-à-dire la couche physique. Après, on était censé voir Ethernet qui concerne la couche de liaison et tout ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est-à-dire dans le chapitre précédent, le TCP/IP, tout ce qui est échange de paquets, acheminement, adressage, routage, adresse IP, tout ça, ça concerne la couche 3 du modèle OSI qui est la couche réseau. Donc maintenant, si vous l'avez compris, on revient en arrière. On revient à la couche liaison. Maintenant, c'est quoi Ethernet? En fait, c'est une technologie, comme je viens de dire, pour l'échange de trame. Là, je dis trame parce que je suis au niveau de la couche 2. Donc, dans le premier chapitre, c'était transmission, codage des bits. Dans le chapitre précédent, c'était acheminement, routage en fonction des adresses IP qui sont des adresses logiques attribuées par l'administrateur. Je parlais de paquets. Et dans ce chapitre, dans ce dernier chapitre, nous allons parler des trames parce que je suis... Ah, pas d'image, oui, c'est vrai, je n'ai pas partagé. Donc, ici, je parle de la couche 2 du modèle OSI, c'est la couche liaison. Oui. Madame, bâti le chapitre 1. Non, je ne l'ai pas encore partagé. Je vais le faire aujourd'hui. Je vais partager avec vous ce chapitre au plus tard demain avec la série correspondante. Donc voilà, c'est le dernier chapitre du module. Donc on a traité les 3 couches du modèle aussi. Donc Ethernet, c'est quoi? En fait, c'est une technologie qui permet l'échange des trames au sein d'un réseau local. Vous allez me dire, mais c'est quoi la différence? Dans tout ce qui est TCP/IP, c'était aussi l'échange des paquets. Moi, je vais vous dire que Ethernet est utilisé dans les réseaux locaux, c'est-à-dire lorsqu'on ne passe pas par Internet. Ethernet, c'est interne, c'est local. Et TCP/IP, on passe par des routeurs, on utilise le réseau Internet. Ethernet, on n'utilise pas le réseau Internet. C'est pour la communication, en fait. C'est pour l'accès au réseau, la communication au sein d'un réseau local qui n'a pas accès à Internet. Donc, nous allons commencer par donner une terminologie. Alors, c'est quoi les termes que nous allons utiliser pour définir les réseaux Ethernet? En fait, ils peuvent être appelés selon 3 noms. Le premier, c'est Ethernet.
C'est quoi? Pourquoi? C'est le terme le plus employé. Il est issu du système américain Aloha, développé en 1977. Donc, il est composé en fait de deux mots. Éther, qui désigne le siècle dernier, et net, c'est l'espace de propagation des ondes. C'est l'espace, c'est éther, c'est pour espace de propagation des ondes, et net pour tout ce qui est network, vous savez. Donc, éther, c'est propagation, c'est un espace de propagation d'ondes, et net pour network. Donc, la technologie, le mot le plus utilisé pour son appellation, c'est Ethernet. On peut également l'appeler CSMA-CD. Regardez, CSMA-CD. C'est l'acronyme de c'est l'acronyme de Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. Cela veut dire que ça, c'est par rapport à la technique d'accès utilisée dans ce type de réseau. Parce que dans ces réseaux, en fait, il peut y avoir des collisions, c'est-à-dire des congestions. Et à ce moment-là, on doit appliquer des mécanismes pour éviter ce genre de problème. C'est pour détecter les collisions et les éviter. C'est-à-dire, en fait, j'ai oublié de vous dire un truc important. La technologie Ethernet est utilisée principalement dans les réseaux sous forme de bus. Donc, quand je dis sous forme de bus, la topologie, on a vu les différentes topologies. Donc, quand je dis sous forme de bus, vous pouvez déjà avoir en tête la topologie et l'inconvénient. On a parlé des inconvénients de chaque topologie. Donc, on a dit que la topologie en bus, on risque d'avoir plusieurs stations qui veulent émettre en même temps. Le problème va se poser au niveau du bus parce qu'ils partagent tous le même support. Vous vous rappelez de la topologie en bus, comment qu'elle est? On a un bus commun sur lequel on place plusieurs stations ou plusieurs équipements. Donc ici, le problème va se poser au niveau du bus parce qu'ils partagent tous les équipements le même support, le même bus. Alors ici, c'est pour ça qu'on doit mettre des mécanismes de gestion d'accès à ce support commun. C'est pas toutes les stations qui vont émettre en même temps. Ça va être de l'anarchie. Il va y avoir de collisions dans le réseau et des pertes de trame. Je parle de trame, je suis au niveau 2. Donc, ici, cette technique d'accès, elle est appelée CSMA-CD. Rappelez-vous juste de ça parce que nous allons la voir en détail dans ce chapitre. C'est-à-dire, ici, je vous donne juste les termes que nous allons utiliser. Mais le principe de la technique, comment qu'elle fonctionne, nous allons voir cela après. Donc, on peut appeler la technologie Ethernet. Vous avez vu pourquoi. On peut l'appeler CSMA-CD, c'est par rapport à la technique d'accès exclusivement utilisée par cette technologie que nous allons voir le principe. Donc, maintenant, je vous ai juste donné comme ça un petit aperçu. Pourquoi? Parce que vous savez que c'est en bus et en bus, on a le support commun. Donc, les stations, ils ne doivent pas émettre tous simultanément. Également, on peut l'appeler la 802.3. Rappelez-vous aussi, la dernière fois, dans le cours des réseaux locaux, on a parlé des différents standards de normalisation. Et je vous ai dit que le standard 802 concerne ou s'occupe de la normalisation dans les réseaux locaux. Après, la 802 porte plusieurs sous-sections. Sous-sections et sous-sections. Donc, la 802.3, c'est la norme qui définit Ethernet ou l'utilisation
la couche liaison qui est Ethernet. Donc, Ethernet, ça s'appelle Ethernet par rapport à, voilà, je vous ai dit, Ether et Net, c'est espace de propagation des ondes et Net pour network. Et ça peut être appelé également par la technique d'accès principalement ou exclusivement utilisée dans cette technologie, qui est la CCMA-CD. Elle peut être également appelée 802.3 par rapport à la norme qui s'occupe de cette technologie. Donc, c'est différentes terminologies que vous pouvez trouver dans la documentation. Maintenant, la dénomination. Ici, regardez la trame 802, la norme 802.3 spécifie pour chaque média un nom à chaque média qui correspond aux caractéristiques. C'est-à-dire, dans Ethernet, on peut, ou quand je dis Ethernet ou la 802.3, c'est la même chose. On peut trouver différents types, si vous voulez. Appelez tous selon ce format standard. Je vais vous l'expliquer. XX, TTT, MM. XX, il nous informe, représente la vitesse de la transmission en mégabits par seconde. TTT représente le type de codage utilisé. En général, quand on trouve base, cela veut dire qu'elle est codée en bande de base. Et vous connaissez les codages en bande de base. On a vu qu'il y avait des codages en large bande, c'est tout ce qui est analogique, et en bande de base, c'est tout ce qui est numérique. Et MM représente l'identification du média, c'est-à-dire le support de transmission utilisé dans cette technologie. Ou bien sa longueur, la longueur du segment. On prend des exemples. Je réexplique. Enfin, je prends l'exemple et j'explique sur l'exemple. Ethernet, technologie utilisée pour les réseaux locaux, pour tout ce qui est échange de trames dans les réseaux locaux sans passer par Internet. D'accord. Après, elle est appelée Ethernet 802.3 CCMA-CD par rapport à la technique d'accès. Dans Ethernet, j'ai plusieurs types. Ces types, comment les reconnaître? C'est parce que j'ai un standard, une appellation standard si vous voulez. Cette appellation vient de là. Elle prend ce format. XX, TTT, MM. XX pour la vitesse de transmission, TT le codage, MM le support utilisé ou même la longueur du segment. Par exemple, Ethernet, la technologie Ethernet 10 base 5, cela veut dire que j'utilise Ethernet à une vitesse de transmission ou un débit de 10 mégabits par seconde. Pardon. J'utilise un codage en bande de base avec un segment de 500 mètres. 5. Si je vous dis que j'utilise Ethernet 10 base 2, donc 10, on a dit toujours c'est le débit, après binaire de transmission. Donc c'est Ethernet à 10 mégabits, codage bande de base, avec une longueur de segment de 200 mètres. Si je vous dis que Ethernet 10 base de T,
C'est une technologie Ethernet habite en de base avec un port pair torsadé. Donc T, en anglais, regardez, twister, donc c'est les paires torsadées. Les paires torsadées, vous allez le trouver en T. Quand je vous donne comme ça le type de Ethernet, quoi comme fil, quoi comme codage et de combien, le débit est de combien. C'est ces informations que vous allez du nom du type de Ethernet. On continue. Après, quand je vous dis, cela veut dire un débit de 10 mégabits, un codage en bande de base et un support de fibre optique. Fibre optique. 100 bases TX. 100 mégabits de débit, en bande de base le codage sur une paire torsadée. Donc T ou la TX, c'est une paire torsadée twin, c'est-à-dire doublé TX. Et doublé, vous allez voir comment. On prend un exemple tout de suite. 100 bases T4, donc 100 mégabits, bande de base T4, c'est 4 paires torsadées. Donc X, il nous informe en fait du nombre de paires. Et là, c'est la même chose. Sur une fibre optique, on a 100 mégas, on a 1000 mégas en bande de base sur une paire torsadée. Et là, on a on a 1000 mégas sur une bande de base sur une fibre optique monomode ou multimode. Je vous ai dit c'est quoi la différence des fibres optiques multimode et monomode. Une fait minimode, on envoie une seule fois un signal qui occupe toute la bande passante de la fibre optique. Par contre, en multimode, la bande passante de la fibre optique est divisée en faisant un multiplexage pour envoyer plusieurs signaux simultanément. C'est ça la différence. Ça, c'est la longueur, donc 500 mètres, 200 mètres. Ça, c'est pour paire torsadée, fibre optique, paire torsadée à 4 paires, par exemple. 4 paires torsadées. Donc, c'est clair, on continue. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Madame, oui. C'est quoi le segment? Ah oui, c'est une bonne question. En fait, le segment, c'est quoi? Entre deux équipements. C'est ça un segment. D'un routeur à un équipement. La longueur ne doit pas dépasser 500 mètres. D'un équipement à un autre équipement. C'est ça un segment. Donc, par exemple, tu peux avoir une machine, un routeur et une autre machine. Après de la machine 1 au routeur, tu as 500 mètres. Du routeur à l'autre machine, tu peux avoir encore 500 mètres. Donc, quand je dis un segment, c'est d'un équipement. La distance entre deux équipements. Est-ce que tu as compris, Ryan? Oui, madame. Segment. Qui a d'autres questions? Aïcha, on t'écoute? Remarque, question? D'accord. Pardon. Donc, j'étais là. Après, la trame Ethernet maintenant. Elle ressemble à quoi? En fait, la trame Ethernet,
elle a un format bien spécifique. C'est-à-dire, quand je veux envoyer, ça, je reviens à l'histoire. Bits, c'est les données. Mes données ils sont sous forme de bits. Après, si je veux envoyer ma donnée, il faut bien que je rajoute d'autres informations dans la trame. Je ne trouve pas uniquement les données. Entre autres, comme information indispensable que je dois avoir. Ces données, il est important d'avoir cette information dans ma trame. Je ne peux pas envoyer comme dans mes trames. Je dois compléter ces données par des champs complémentaires, formulaires qui donnent des informations sur ma donnée. Le premier champ, c'est-à-dire la taille totale d'une trame, est de 64, la trame complète, un champ est donné, et de 64 à 1518 octets. Vous allez voir que dans ma trame, je dois trouver le à qui est adressée ma trame. Sur 6 octets. Adresse source sur 6 octets. Ici, il n'y a pas un truc qui vous paraît bizarre quand je vous dis qu'une adresse destination est sur 6 octets. Est-ce que ça vous paraît normal? Qui peut me dire? Vous, les adresses que vous connaissez, ils sont sur... C'est en 4. C'est 4 octets. Parce que vous connaissez des adresses IP qu'on utilise dans la IP, de source. Voilà. Non, mais source ou destination, adresse destination ou source IP, elle est sur 4 octets. Ici, on est au niveau de la couche 2. C'est-à-dire, je n'utilise pas les adresses IP pour communication. Je ne passe pas par Internet. J'utilise des adresses MAC de source et de destination. D'accord? Alors, c'est pour ça qu'ils sont sur 6 octets. En fait, l'adresse MAC est une adresse physique. Nous allons voir ça par la suite. Comment elle est organisée, définie et tout. Je pense que dans ce cours, oui. Elle est sur 6 octets, contrairement à l'adresse IP qui est sur 4 octets. Donc ici, dans une trame, j'ai l'adresse source et destination qui sont les adresses MAC. Rappelez-vous de ça. Sur 6 octets. Après, ici, j'ai un champ qui m'informe du protocole utilisé. Regardez, là, je le dis. Attendez, quand je parle des types. Voilà, je reviens. Au champ adresse destination et adresse source qui est sur 6 octets. Donc ici, je dis que ces deux champs indiquent l'adresse de destination et la source. Il s'agit en fait de l'adresse physique. Ces adresses physiques, c'est les adresses MAC. Ils sont sur 6 octets, donc 48 bits, contrairement aux adresses IP. Ces adresses MAC, attendez, peut-être là, je passe à l'explication du MAC, oui. Donc voilà, je passe à l'explication du MAC, après je reviens. Donc ici, sur 6 octets, le premier bit, c'est 48 bits. Rappelez-vous, on parlait d'adresse unicast, broadcast, on parlait de tout ça lorsqu'on faisait l'acheminement anticipé d'IP. Ici, c'est la même chose.
Si dans l'adresse de destination, vous trouvez que le premier bit commence par 0, alors il s'agit d'une adresse d'une station unique. Je fais du unicast. Mon premier bit est de 0, destination, premier bit 0, donc je fais du unicast. C'est une adresse unique pour la station. Si ce premier bit égale à 1, c'est un multicast. D'accord? Je prends l'adresse MAC. Je regarde le premier bit. Premier bit est égal à 0. Ce qui suit ne m'importe pas. Je vais savoir tout de suite que je fais du unicast. Je dirige un tram vers une seule station. Le premier bit est à 1. Donc, c'est une multicast. Je vais faire envoyer cette trame à un groupe d'utilisateurs. Quand il s'agit d'un broadcast, je trouve tous les bits à 1. D'accord? Après, il y a l'histoire de administrer localement ou globalement universel. Ça nous apporte pas beaucoup. Mais rappelez-vous, premier bit 0, c'est unicast. Premier bit 1, c'est multicast. Tous les bits à 1, c'est du broadcast. Ici, on vous dit aussi que ces adresses MAC sont des adresses uniques. C'est-à-dire, chaque équipement, sont sur 48 bits, on vient de le dire, et chaque équipement a son adresse MAC. Quand tu achètes ton ordinateur, quand tu achètes ton smartphone, quand tu achètes n'importe quel équipement électronique, il est doté d'une adresse MAC. Cette adresse MAC, en fait, elle est attribuée par le constructeur que tu ne peux pas changer toi. Que l'utilisateur n'a pas la main sur l'adresse MAC. C'est pour ça que dans les histoires du hacking et la sécurité informatique et tout, l'idée quand ils mettent des appareils dans la blacklist, c'est-à-dire bannis des équipements, ils n'autorisent plus l'accès à des équipements, ils font pas ça avec leur adresse IP, mais ils font ça avec leur adresse MAC. Pourquoi? Parce qu'ils savent bien que l'adresse IP, tu as la main sur ça, c'est une adresse virtuelle que tu peux changer, mais ton adresse MAC, elle est figée, elle est fixe, tu ne peux pas la changer, elle vient avec ton équipement. D'ailleurs, vous pouvez voir dans l'équipement derrière, il y a l'adresse MAC de chaque équipement. Si je cherche la mienne. Sur vos machines, vous trouvez les adresses. Donc, puisqu'ils sont uniques, alors les constructeurs doivent s'entendre entre eux. N'est-ce pas? Moi, j'ai un équipement par exemple Dell, un autre il a un équipement Toshiba ou autre, Siemens ou autre. Comment que ça se fait que mon équipement et le sien ne vont pas avoir la même adresse MAC? Il faut qu'il y ait une politique de gestion gérée par l'organisme de normalisation l'I3E. C'est ça, pour éviter que deux équipements, deux constructeurs différents, c'est comment? Donc, j'ai dit que l'adresse MAC est sur 6 octets. Le constructeur, il donne, c'est-à-dire les 3E, donnent pour chaque constructeur les 3 premiers octets. C'est lui qui les fixe. Pour chaque constructeur, il donne les 3 premiers octets fixes. Après, lui, il varie ces 3 premiers octets à chaque changement d'un constructeur. Et il laisse les 3 autres octets au constructeur. C'est-à-dire, les 3 autres octets, c'est le constructeur qui va les changer pour chaque équipement.
que vous avez compris? Je réexplique. On a les 3 premiers octets. Dans une adresse MAC, elle est composée de 6 octets. Les 3 premiers octets, appelés OUI, OUI, pour Organizationelle Unique Identifier. 3 octets, ils sont donnés pour chaque constructeur. Par exemple, équipement Cisco, ils commencent tous. En fait, j'ai oublié de vous dire aussi qu'une adresse MAC, c'est pas comme une adresse IP, elle est écrite en décimale, pointée. Une adresse MAC, elle est écrite en hexadécimal. Donc, quand je dis que c'est du hexadécimal, vous allez comprendre que pour faire du hexadécimal, j'ai besoin de combien de bits? Pour faire une valeur d'un hexadécimal. Non. 16. Hexadécimal, c'est de 0 à 16. De 0 à 15. C'est 16 valeurs. Très bien. Tu as compris, Jana, ma question? Pour faire du hexadécimal, j'ai besoin de combien de bits? Tu m'as dit 16. Non, j'ai dit l'hexadécimal, c'est 16 valeurs. De 0 à 15. C'est-à-dire pas de 0 à 15, de 0 à 9, A, B, C, D, E, F. N'est-ce pas? 16 valeurs. Pour faire ces 16 valeurs, il me faut combien de bits? 4 bits. Alors ici, pour chaque octet, en hexadécimal, c'était chaque octet une valeur décimale. C'était ça. En hexadécimal, non, faites attention. Chaque octet, 2 valeurs hexadécimales. Parce que octet, c'est 8 bits, et avec 8 bits, je peux faire 2 valeurs hexadécimales. Donc, chaque octet, 2 valeurs hexadécimales. Et chaque octet est séparé par un tiret, par un point. Donc, ici, 0, 0, en binaire, c'est 8 0. 8 0, je les ai interprétés. Les 4 premiers 0, c'est 0. En bas, les 4 0, c'est 0. 6, 0, c'est 6, c'est combien sur 4 octets? C'est 0 à 0, n'est-ce pas? C'est ça. 0, 1, 0, 1. 4. Oh, non. 0, 1, 1. 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. Et après 4, 0, c'est 0. Donc, la chose la plus importante à retenir, la différence entre une adresse IP, qui est une adresse logique, attribuée par l'administrateur, une adresse MAC est une adresse physique attribuée par le constructeur, qu'on ne peut pas changer. Elle est unique. Chaque équipement vient avec son adresse IP. Et il y a l'I3E, l'organisme de normalisation, c'est lui qui gère ces adresses. Pourquoi il ne gère pas totalement? Mais en fait, je vais vous dire qu'est-ce qu'il gère par la suite. La deuxième différence, adresse IP sur 4 octets, adresse MAC sur 6 octets. Adresse IP décimale pointée. Ici, c'est hexadécimal avec des tirets. En hexa. Séparé par des tirets. Après, j'ai dit que c'était les 3E qui organisent, qui gèrent ces adresses-là. Comment ils les gèrent en fait? Lui, il gère uniquement les 3 premiers octets. Il donne 3 octets pour chaque constructeur. Comme ça, même le constructeur, quand il fait varier les 3 octets restantes, il ne risque pas d'attribuer, de tomber sur la même adresse MAC avec un autre constructeur. Je vous explique. La première partie, elle est appelée oui. C'est celle-là qui est gérée par les 3E. Par exemple, ces 3 octets,
3 octets, maintenant 6 valeurs hexadécimales. On a compris ça. Donc voilà, 6 chiffres hexadécimaux. 3 octets, il donne ces 3 octets, c'est les 3 E. Il donne ces 3 octets pour Cisco. C'est-à-dire, chaque équipement Cisco va commencer par 0062F. Il prend 3 autres octets. Il va les attribuer à un équipement Siemens. Donc, par exemple, tout équipement Siemens a 01762A, par exemple. Après, les 3 octets qui restent, ils sont variés, voilà, attribués, regardez, on vous dit qu'ils sont attribués par le constructeur. Lui, les 3 E, pour éviter les chevauchements entre les constructeurs, il fixe les 3 premiers octets. Après, il laisse le choix des 3 octets restants au constructeur. Le constructeur, il commence. Son premier équipement, il va lui donner 0,00000. Son deuxième équipement, en fixant les 3 octets, les 3 octets fixés par les 3 E, il les garde. Le deuxième équipement, il va lui donner 0,00001, 0,2, 0,3, ainsi de suite, jusqu'à F. Après, il refait. Vous avez compris? Et comme ça, on ne peut pas avoir 2 équipements qui ont la même adresse MAC. Cisco, il fait cela. Siemens, il fait la même chose. Il garde les 3 octets du constructeur, il varie 0,00000. Il ne tombe pas sur les mêmes adresses MAC que Cisco parce que les 3 premiers octets sont fixés entre ceux du Cisco. Et il passe jusqu'à atteindre F. La limite, ce n'est pas 255 ici, mais c'est F, parce que 4 octets en hexadécimal, s'ils sont tous à 1, c'est F. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions concernant l'adresse MAC destination? Et c'est quoi la différence, bien sûr, entre une adresse IP et une adresse MAC? Pas de questions? D'accord. Donc, ça, c'est les 2 premiers champs qu'on trouve. Pas très important. Il est sur 2 octets. Il nous informe du type de protocole 3. Pourquoi? Attendez si je trouve une explication sur ça. Voilà, c'est ça. En fait, le type du protocole utilisé au niveau de la couche 3. J'ai dit que c'est sur 2 octets. Donc, 2 octets, combien de valeurs en hexadécimal? 4. On va regarder les OX. Ça, c'est des exemples de ce champ. OX, on la trouve partout. Donc, les 2 octets, c'est ça, c'est 0,80. Par exemple, quand vous trouvez ce champ à la valeur 0800, cela veut dire qu'on utilise le protocole IP. Dans la couche 3 du modèle réseau, la couche réseau du modèle OSI. Donc, dans la couche 3, j'utilise le protocole IP. Comme on a vu, c'est le protocole IP. Quand ce protocole est utilisé dans la couche 3, dans la couche 2, on trouve ce champ à la valeur 0800. Quand le protocole ARP est utilisé, je vais vous dire c'est quoi ARP par la suite, vous allez trouver ce champ à la valeur 0806. Quand c'est un autre protocole IPv6, ça c'est IP pour dire IPv4, quand c'est IPv6 par exemple, vous allez le trouver à 86 DD. Donc c'est ce champ met forme sur
le protocole utilisé dans la couche 3 qui est la couche réseau. Et il est sur 2 octets, c'est-à-dire que je dois trouver là-bas 4 valeurs en hexadécimal. 4 valeurs, si je trouve 0800, maintenant c'est IPv4. Ils sont connus, c'est-à-dire 0800, maintenant c'est IPv4. Si je trouve 86 TD, maintenant c'est IPv6. Si je trouve 0806, c'est ARP, ainsi de suite. Après, j'ai le champ des données. Attendez, ici on a parlé des adresses MAC. Voilà, c'est ça là, les données. Regardez. Je reviens. J'ai dit que mes données... D'accord. Non, je ne fais pas la souris après. Vas-y. Donc, le troisième champ, j'ai dit le premier, c'est l'adresse destination, adresse source, on a compris que c'était l'adresse MAC. Le troisième champ, il est sur 2 octets. Il m'informe sur la taille du protocole utilisé par la couche 3 qui est la couche réseau. Et j'ai dit que vous allez trouver 4 valeurs en hexadécimal. Chaque valeur, elle a une correspondance, c'est-à-dire IPG, il a une valeur, IPv6 une valeur, ARP une valeur, ainsi de suite. Le quatrième champ, c'est le champ des données. Mais ici, vous avez remarqué que j'ai mis champ de données plus bourrage. Et j'ai mis que ces données sont de 46 à 1500 octets. En fait, ici, mes données, je ne peux pas envoyer n'importe quelle taille de données. J'ai une limite minimale. Pardon. Voilà, les données. En fait, j'ai une limite minimale. Là, je dis que le champ des données, c'est un champ des informations. Des informations qu'on veut changer avec l'autre. C'est ça le champ le plus important. Les autres, c'est des champs complémentaires qu'on ajoute pour envoyer ces informations. Mais là, il faut savoir que j'ai une taille minimale et une taille maximale que je ne dois pas dépasser. Une taille minimale est de 46 octets. Et une taille maximale est de 1500. Vous allez me dire, mais moi, la question légitime ici, si mes données, si je veux envoyer des informations dont la taille est inférieure à 46, je fais comment? Dans ce cas, je fais un padding en anglais, c'est-à-dire un bourrage. J'ai 30 octets. Ah, moi, je ne peux pas envoyer 30 octets d'informations. Je dois compléter avec 16 octets de bourrage. Le bourrage, il a un format bien connu, standard. C'est-à-dire les autres, quand il va être reçu par le récepteur, il saura que c'est ça le bourrage. Donc, il va l'éliminer pour garder l'information utile. Donc, la taille minimale est de 46. Si mes données que je veux transmettre sont inférieures à cette taille 46, je fais un bourrage. Je rajoute des bits supplémentaires qui prennent bien sûr un format bien spécifique pour qu'ils puissent être reconnus par le récepteur. Ce bourrage permet de compléter la taille pour atteindre 46 octets. Vous avez compris? Maintenant, il reste l'autre problème. Si la taille de ma trame dépasse les 1500, pas ma trame, mes données, mon information, dépasse les 1500, je fais comment? Je vais la diviser. J'envoie 1500, 1500, 1500, après ce qui reste. Ce qui reste, s'il est inférieur à 46, je fais le bourrage. S'il atteint 46, s'il atteint 46 ou plus, je l'envoie tel qu'il est. Maintenant, si je vous dis ça, la question que j'ai envie de vous poser, si je vous dis que vos données ont une taille minimale de 46 et maximale de 1500, alors la taille totale de la trame est de combien? Au minimum et au maximum? Qui peut répondre?
Vous pouvez répéter, madame, j'ai perdu le son. La question est la suivante. Tu as juste raté ma question, mais l'explication. Oui. Donc, ma question est la suivante. Si la taille brute des données ou de l'information que j'ai envie de transmettre varie de 46 octets à 1500 octets, je ne peux pas avoir moins, je ne peux pas avoir plus. La taille complète de ma trame est de combien? Mille cinq cent moins 46. Combien? Sachant que tout ça, c'est la trame. Chaque 1500 octets, je dois l'accompagner d'une adresse destination, source, d'un protocole de couche et d'un champ FCS qu'on va voir. Maintenant, vous savez, c'est quoi? Adresse destination, adresse source. Vous connaissez que c'est l'adresse MAC, comment qu'elle est établie, ainsi de suite. Le protocole de couche 3, vous connaissez c'est quoi? Soit IP qu'on a vu en large et en haut dans le chapitre précédent, soit autre chose. Maintenant, vous savez, les données, c'est quoi? C'est l'information. Dans la taille varie de 46 à 1500. Il reste le dernier champ qu'on va voir maintenant. Alors, maintenant, ma question, vous l'avez compris. Ma question est si il y a cette exigence sur la taille des données, il va y avoir certainement une exigence sur la taille totale ou globale de la trame. C'est-à-dire la taille de ma trame au minimum est de 46 données plus 2 octets protocole source 6 destinations. C'est combien? 46 plus 48. 48 plus 2. 60. Plus 4. 64. C'est 60 ou FCS, mais 64. 64. Donc, la taille minimale que peut avoir ma trame est de 64 octets. Et la taille maximale? 1518. C'est ça, 1518. Parce qu'au maximum, j'aurai 1500 octets pour les données, plus 18 octets de champs complémentaires. 12, 16, 18. Et la même chose ici. Au minimum, j'ai 46 données, plus les 18 octets de champs complémentaires. Vous savez c'est quoi la technologie Ethernet, qu'elle utilise les trames pour l'échange des informations localement. Ça, tout ça, vous le connaissez. Vous connaissez également les types des trames. Ici, vous savez interpréter chaque type. Après, maintenant, il nous reste juste le champ FCS. C'est quoi ce champ FCS en fait? En fait, FCS, c'est en anglais. C'est pour, en fait, vérifier l'authenticité de mon information. Pourquoi? Parce que quand j'envoie mes données, les données, à cause des supports de transmission, des facteurs extérieurs, le bruit, ainsi de suite, mes données risquent d'être altérées ou perdues, modifiées, ainsi de suite. Moi, pour être sûr que j'ai récupéré la donnée que j'ai envoyée initialement, je rajoute ce champ. C'est un petit calcul que j'effectue au niveau de l'émetteur et que je refais au niveau du récepteur. Ce calcul, il se fait comment? Il se fait sur la base des champs adresse source, adresse destination, le troisième champ, le protocole et l'information. J'effectue un calcul. Ce calcul est appelé CRC.
cyclique, redondance, code. C'est pas la peine de rentrer dans les détails. En fait, il faut juste savoir que ce calcul, ce n'est rien qu'une division polynomiale de degré 32. Donc, on va pas rentrer dans les détails, comment que le calcul se fait, ainsi de suite. Il faut savoir que l'émetteur va mettre toute sa trame jusqu'au champ information, la source, destination, le troisième champ et ses données. Sur ces données, il va faire une division polynomiale sur un polynôme de degré 32. La valeur qu'il obtient, il va l'insérer dans ce champ FCS qui est sur 4 octets. Il envoie sa trame. La trame va être transmise par plusieurs équipements commutateurs ici au niveau de la couche 2, donc elle va passer par des suites. Pardon. Pour atteindre sa destination finale. Lorsque le destinataire va connaître son adresse de destination, il va se reconnaître, c'est moi, elle est destinée à moi, donc je garde la trame. Avant de décider de la garder, il doit vérifier son authenticité. C'est-à-dire qu'il doit vérifier que cette trame n'a pas été changée, altérée dans le chemin. Il n'y a pas eu de perte d'informations ou de données, elle n'a pas été altérée. Il fait comment? Il refait la même opération effectuée par l'émetteur. C'est-à-dire, il va prendre tout le champ information plus adresse source, destination et type de protocole. Il doit refaire la même division par le même polynôme de degré 32. Il obtient une valeur sur 4. Il va vérifier. Si la valeur obtenue est égale à la valeur qui était initialement dans ce champ FCS, il va certifier la trame. Il va dire que cette trame est bonne. Elle n'a pas été changée, elle n'a pas été altérée, elle est correcte. Je vais la considération. C'est pour ça qu'il est appelé frame check sequence. C'est pour checker en fait si la séquence est bonne ou pas. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Donc, vous savez à quoi ressemble une trame, c'est quoi les différents champs qui la constituent et surtout le rôle de chaque champ. Est-ce que vous avez des questions? Des questions, non? D'accord. Donc, principalement, c'est ça les différents champs qui constituent une trame. Maintenant, j'ai envie de vous parler d'un autre champ. En fait, c'est un champ qui ne rentre pas dans la trame, qui est utilisé, qui est appelé le préambule. C'est un champ préambule ou SFD. Il est sur 8 octets. En fait, ce champ, regardez, ce champ, il nous informe du début de la trame. Quelque sorte, il fait une certaine synchronisation. Avant que j'envoie une trame, je dois envoyer un préambule. Parce que ce qui vient après le préambule, c'est la trame. Regardez le préambule, comment qu'il est fait. Et comment qu'il annonce l'arrivée d'une trame pour faire la synchronisation. Il ne rentre pas dans la trame, mais il a envoyé entre chaque deux trames. Avant d'envoyer la trame, j'envoie ce préambule. Il est sur 8 octets. 8 octets, comment qu'il est organisé? En fait, il est composé du préambule. Le préambule, c'est une suite binaire de 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Après, je trouve 1, 1. Le SFD, c'est 1, 1. Donc, dès que je trouve 1, 1, je vais savoir que ce qui vient après, ça serait ma trame.
ça ne serait pas ma trame, mais ça serait le premier champ de ma trame, qui est quoi? L'adresse MAC de destination. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire, ce préambule, c'est juste pour faire la synchronisation entre l'émetteur et le récepteur. Avant de lui envoyer une trame, je vais l'avertir. Je vais lui dire, voilà, tu vas recevoir reçu un préambule qui est composé, regardez, il contient 8 octets dont la valeur est de A, 0, 1, 0, 1, 0. Sauf pour le dernier octet, qui est le SFD. Dans ce dernier octet, j'ai 7 octets. Octet, c'est quoi? Un octet, c'est 8 bits. Alors, j'ai 6 bits à 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Après, j'ai 1, 1. Bon, j'ai 1, 1. Ce qui vient après, c'est la trame. C'est mon premier champ de la trame. Ainsi de suite. J'envoie la trame. La trame, elle peut être de 64 octets à 1518 octets. Quand elle se termine la trame, j'ai envie d'envoyer une autre trame, je dois faire 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 8 octets, 1, 1, la trame. Ainsi de suite. C'est cyclique comme ça. Est-ce que vous avez des questions? Alors, on termine ici. Après, on va voir le principe de fonctionnement la prochaine fois. Est-ce que vous avez des questions concernant ce qu'on vient de voir? C'est-à-dire, je peux récapituler ici ce qu'on a vu. Donc, on a défini c'est quoi Ethernet, qu'elle est utilisée au niveau de la couche liaison. Après, on a donné une terminologie MACD par rapport à la technique d'accès utilisée dans la technologie. Nous allons la voir par la suite. On peut l'appeler 802.3, c'est par rapport à la norme. C'est la normalisation de cette technologie qui est la 802.3. Après, dans Ethernet, il y a plusieurs types qui prennent toujours ce format XXTTMM. On a vu la signification de chaque partie, donc 10 base 5 par exemple. On a le débit, bande de base de codage, et là, la longueur de segment. Comme ici, on trouve le type de câble, Pertorsa DT, F fibre optique. Après, on a la trame Ethernet. La trame Ethernet, bien sûr, quand je veux envoyer mes données, je ne peux pas envoyer uniquement que mes données. J'ai besoin des champs complémentaires. Ces champs complémentaires vont être l'adresse destination et l'adresse source, qui sont très importants. Pour que je puisse acheminer ces données, il me faut une adresse de destination. Et là, comme je suis au niveau de la couche 2, c'est-à-dire la couche Ethernet, l'adresse utilisée, c'est l'adresse MAC, qui est sur 6 octets. On a expliqué qu'elle est unique et c'est quoi le mécanisme qui l'a rendue unique, ainsi de suite. On a le troisième champ qui est sur 2 octets. En fait, il me met fort du protocole de niveau 3 utilisé, que ce soit IP, IPv6 ou ARP, selon la valeur de ces 2 octets. On a les données qui, dans la taille minimale, doit être de 46, c'est-à-dire s'ils sont moins, je fais un bourrage. Je remplis, je rajoute des bits jusqu'à 46. Et puis ces bits sont spécifiques parce qu'ils doivent être connus par l'émetteur. Parce qu'ils doivent être connus par le récepteur. Quand il reçoit, il va trouver ces bits, il saura que c'est du bourrage, il va l'éliminer, il va garder uniquement l'information. Et la taille maximale, 1500. Si mes données dépassent, je les envoie sur plusieurs trames. Après, le champ FCS, Frame Check Sequence. Ce champ permet de vérifier l'authenticité de ma trame, c'est-à-dire si la trame n'a pas subi de changement ou d'altération pendant le chemin. En faisant comment? Il prend tous ces champs, tous ces octets, il fait une division polynomiale sur un polynôme de 32 degrés, il obtient une valeur sur 4 octets. Il l'a mis ici, dans ce champ. Il envoie sa trame. La trame, elle arrive à sa destination finale. Le destinataire, dès qu'il reçoit, il refait la même opération, la division polynomiale sur le même polynôme. Il vérifie, il va obtenir 4 octets, vérifie. Si c'est les mêmes 4 octets qu'il a obtenus, sont les mêmes avec ceux qui sont insérés dans la trame,
il sait que la trame n'a pas changé. Parce que si une des bits change ici, quand on fait la division, on n'obtient pas la même chose. Donc, il va décider de garder la trame. Tout ça, c'est les champs qui composent la trame. Mais en fait, il y a un champ, notre champ qui s'appelle préambule et SDF. Ce champ, en fait, c'est pour la synchronisation. Il ne rentre pas dans la trame, mais je l'envoie. L'émetteur envoie à chaque fois au récepteur une suite de 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. À la fin, 1, 1, 1, 1. Quand il trouve le récepteur 1, 1, il saura qu'il va tout de suite recevoir sa trame. Ce qu'il y a après, c'est 2, 1, c'est la trame. Ce rôle, c'est une forme de code comme ça pour l'avertir qui va lui envoyer une trame. En fait, c'est tout ce qu'il y a normalement aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça a été clair? Et nous allons évidemment, on va reprendre des exercices sur ça, bien sûr, pour consolider tout ça. Tu veux dire quelque chose, Hanan? Non, madame. Ça a été clair pour toi? Oui, madame. D'accord. Donc, si vous n'avez pas de questions, de remarques, on finit la séance. Je vais partager avec vous sur Moodle le corrigé de la... Quand je finis d'ailleurs de le bien préparer, le corrigé de la série précédente, cette série et le cours de Ethernet. Donc voilà, je vous dis qu'à la fin. Et à la prochaine fois. D'accord, madame. Merci. Au revoir. Merci, madame.